Le Bitcoin, attendez, excusez-moi, voilà. Donc, le Bitcoin, c'est une monnaie qui est virtuelle. C'est une monnaie qui était sortie il y a longtemps, comme vous le savez, en 2011, si je ne me trompe pas, qui valait rien, qui a énormément grimpé, qui est montée à 20 000, 30 000, 40, 50, 60 000 dollars. Et il y a pas mal de personnes qui ont fait des investissements à l'époque qui valaient rien et qui aujourd'hui se retrouvent à la tête d'une petite fortune intéressante. Maintenant, le problème du Bitcoin, c'est que le Bitcoin, d'un côté, c'est un investissement comme on investit sur une action, par exemple, mais d'un autre côté, c'est une monnaie. C'est-à-dire, on appelle ça une monnaie virtuelle, le Bitcoin. On dit que dans le futur, ça sera ça la monnaie. Donc, le fait que ça s'appelle monnaie, ça pose problème aux impôts, puisque l'imposition sur une monnaie, c'est-à-dire, disons qu'aujourd'hui, on investit sur le dollar. Le dollar monte, on a acheté le dollar quand il valait 3,5. Le dollar, disons, est arrivé à 5. L'imposition sur une devise, ce n'est pas du tout comme l'imposition sur un actif financier. La devise, des fois, on peut même être exonéré complètement d'impôts lors de effréché char en hébreu, c'est-à-dire les différents taux de change. Si le taux de change est monté ou pas monté, on peut arriver à une imposition qui est de zéro. Donc, tout de suite, les investisseurs de crypto-monnaies, le chef de la fédération du Bitcoin en Israël, ils ont dit, on appelle ça une monnaie virtuelle. Donc, étant donné que c'est une monnaie virtuelle, il n'y aura pas d'imposition aussi dessus. Ça sera comme une devise, elle monte ou elle descend. Mais le problème, c'est que tout de suite, les impôts, sur ce point-là, ils ont dit, avant tout, c'est-à-dire déjà en 2017-18, ils ont commencé déjà à parler de ça. C'était un peu la guerre. Il y avait des députés qui ont essayé de faire passer des lois comme quoi ça va être considéré comme devise et non comme actif. Quand je dis actif, c'est comme action. Il faut se rentrer ça dans la tête. C'est-à-dire, un actif financier, c'est une action sur laquelle j'investis, comme un bien immobilier. Donc, c'est soit on considère le Bitcoin comme un bien immobilier, soit on considère le Bitcoin comme dollar-euro. Bien qu'il y a plus de... On est censé plus considérer ça comme une devise et non comme un bien. Les impôts là-dessus, ils ont dit, il n'y a pas de question. Comme c'est une monnaie en plus qui peut monter d'un jour à l'autre de 30%, perdre le lendemain encore 30%. Donc, ce n'est pas vraiment une monnaie qui monte petit à petit comme l'euro ou le dollar ou qui dépendent de ce qui se passe, de l'économie mondiale, etc. C'est plus un investissement avec des plus-values qui peuvent être énormes et donc considérer ça comme actif financier. Maintenant, le problème, alors l'imposition d'un actif, c'est comme l'imposition d'un bien immobilier. Vous achetez un bien immobilier qui vaut 1 million de shekels, vous le revendez à 2 millions de shekels l'année d'après, vous avez gagné 1 million. Sur ce million-là, en Israël, l'impôt sur ces plus-values est de 25%. Donc, l'imposition du Bitcoin qui est considéré comme un bien est également de 25%. C'est-à-dire, on a acheté un Bitcoin qui valait 100, on l'a revendu quand il valait 1000, on a donc gagné 900. Sur ces 900, on doit payer 25% d'impôt. Donc ça, c'est même plus en pourparler. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui a été, qui est passé au tribunal. Il y a eu beaucoup d'appels, tous ont été rejetés. Donc aujourd'hui, au livre des impôts, c'est-à-dire dans la loi, c'est considéré neches financier, donc actif financier, donc plus-value sur cet actif, 25% d'imposition automatiquement. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut toujours se dire. J'investis sur du Bitcoin, c'est pas comme j'investis sur du dollar. C'est comme j'investis sur un appartement qui pourra faire une plus-value et donc je devrais payer 25% qui s'appelle Mas Revachon. Revachon, c'est un impôt qui est fixe. Ça ne dépend pas du taux d'imposition dans lequel la personne se trouve, c'est 25% d'impôt quoi qu'il se passe. Maintenant, comment on considère cette imposition? Parce qu'il y a des personnes qui investissent, mais qui ne retirent pas forcément en argent. Ils peuvent, par exemple, acheter du Bitcoin, vendre quelques Bitcoins, les convertir en Ethereum, par exemple. Donc, ça, c'est le cas d'énormément de personnes. Ils ont vu que le Bitcoin est monté, ils se disent, il ne va pas trop monter encore, donc, je vais convertir quelques-uns de mes bitcoins, je vais prendre de l'Ethereum à la place et donc je vais gagner. Les impôts, ils disent que ce soit une vente, c'est-à-dire vous avez acheté 100 bitcoins à 10, ils valent aujourd'hui 100, vous avez vendu, vous avez de l'argent, on paye 25%. Mais maintenant, même si on convertit notre bitcoin, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui avaient acheté du Dodge à l'époque, aujourd'hui ils achètent du SHIB, d'après ils achètent de l'ETH. Bon, c'est des monnaies qu'ils essaient bien jouer, les gens aiment bien jouer avec ça. Donc là, même une conversion est considérée une vente imposable pour les impôts. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Une personne a acheté du Bitcoin
pour 20 000 shekels. Parce que c'est le cas en plus qu'il y avait dans une des lois, ils ont donné cet exemple-là. Il a acheté du Bitcoin qui valait 20 000 shekels. Aujourd'hui, son Bitcoin vaut 30 000 shekels, disons. Avec ces 30 000 shekels, il achète de l'Ethereum. Lui, la monnaie qu'il a en Ethereum aujourd'hui, c'est de la monnaie pour 30 000 shekels d'acquisition. Les impôts, ils disent, pour savoir combien vous serez investi, il faut juste voir combien vous avez mis d'argent au début. C'est-à-dire, si vous savez que vous avez mis 20 000 shekels pour votre Bitcoin et que vous avez aujourd'hui 30 000 d'Ether, donc, c'est-à-dire que vous avez gagné 10 000, ces 10 000-là, au moment de la conversion, c'est considéré une plus-value imposable. Maintenant, vous allez me dire, on fait énormément d'actions au courant de l'année. Je ne vais pas à chaque fois, voilà, j'ai acheté du Bitcoin, j'ai converti en Ethereum. Après, j'ai eu l'Ethereum. J'ai quelqu'un qui est venu me voir, il avait acheté énormément de Dodge. Ces Dodge-là, il les a fait passer la moitié en SHIB, l'autre moitié en BNB, etc. Donc, on me dit, on ne va pas vérifier à chaque fois combien on a gagné. Donc, comment ça se passe par rapport aux impôts? Les impôts, normalement, on devait déclarer une fois tous les 30 jours. Une fois tous les 30 jours, c'est-à-dire, on a comme un bien immobilier, on a acheté, on a vendu. Tous les 30 jours, on va commencer à faire une déclaration d'impôt. Non, ça, c'est quelque chose qui était très compliqué. Un député d'Israël, BT, d'ailleurs, il avait demandé d'annuler ça et d'essayer de repousser ça à une fois par an, quelque chose qui est un peu plus pratique, parce qu'il y a beaucoup de conversions. Ce n'est pas comme une monnaie ou des actions, des fois, qu'on laisse mourir. Comme il y a énormément de crypto-monnaies, ça ne s'arrête pas, EOS, ETH, BNB, etc. Donc, étant donné qu'il y a énormément de crypto-monnaies et énormément, c'est-à-dire les gens sont plus amenés à faire beaucoup plus d'actions que l'achat d'un appartement, par exemple, qu'on achète, qu'on laisse quelques années, qu'on revend après. Mais les crypto-monnaies, étant donné que ça peut ne pas s'arrêter, voilà, il y a des applications B2C, BNB, les gens sont dessus toute la journée, ils vendent, ils achètent, c'est très pratique, c'est très facile. Donc, on ne va pas déclarer tous les 30 jours, il y a énormément d'actions. Donc, les impôts ont dit, voilà, à la fin de l'année, une année fiscale en Israël, c'est du 1er janvier au 31 décembre. À la fin de l'année fiscale en Israël, on devra déclarer combien on a gagné et combien on a converti. Donc, normalement, lorsqu'on fait une déclaration annuelle en Israël, ça s'appelle la 1301. C'est la déclaration des revenus que j'ai gagnés. Maintenant, on doit rajouter une déclaration au formulaire qui s'appelle 1399. C'est le Echad Shalosh Tesha Tesha. C'est 1399, c'est toutes les plus-values qu'on a fait au courant de l'année. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre l'historique de toutes les conversions que vous avez faites, de tous les bénéfices, pas bénéfices que vous avez gagnés à la fin de l'année. Vous allez me demander si vraiment les impôts aujourd'hui, ils sont amenés à pouvoir vérifier toutes les actions. Non, c'est quelque chose qui aujourd'hui, étant donné que c'est assez nouveau et qu'en Israël, la crypto-monnaie, c'est même pas accepté dans les banques encore. Donc, les impôts, moi, je recommande toujours de quand même déclarer quelque chose. Si on ne va pas exactement déclarer avec chaque transaction l'historique de chaque chose, mais il faut quand même déclarer combien on a investi au début, combien notre porte-monnaie vaut aujourd'hui, combien on a gagné dessus. Et sur ça, on paye 25%. Ou si on a des déficits au courant de l'année, c'est le cas de pas mal de personnes aussi. Il y a une année qui a été favorable, une autre année qui a été moins bonne. De 2018, il y a pas mal de personnes qui ont perdu. Donc, les déficits qui sont accumulés sur votre portefeuille Bitcoin ou crypto. Quand je dis Bitcoin, je parle de toutes les cryptos. Hein. C'est exactement la même chose, c'est juste que Bitcoin, c'est la plus connue. Donc, le déficit, c'est un déficit qui est reportable aussi aux années d'après. C'est-à-dire, on a perdu une année 100 000 et l'année prochaine, on gagne 200 000. L'année d'après, c'est-à-dire on devra payer seulement sur 100 000 de bénéfices puisque les déficits qu'on a eu l'année d'avant est reportable sur l'année d'après. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. C'est même si on achète des actions et qu'on a des déficits sur des actions et des bénéfices sur des cryptos, on peut aussi essayer de faire l'un dans l'autre, c'est-à-dire de prendre tout ce qu'on a gagné moins ce qu'on a perdu et seulement sur ça, on est imposable. Donc, juste pour résumer ce que je viens de dire, je ne sais pas si des gens sont ajoutés pendant que je parle, je ne regarde pas vraiment s'il y a des messages et tout. Il y a des questions, mais on va y juste répondre avant, tout à l'heure. Voilà, je résume. Dès que je finis juste l'aspect fiscal, je réponds aux questions, après je passe aux banques parce que ça va être pour ne pas perdre de fil. Donc, juste pour conclure, c'est considéré un actif financier.
ce n'est pas considéré une devise étrangère. Ça, c'est le premier point le plus important. Actif financier, on a imposé en Israël à 25% sur la plus-value. On le déclare une fois par an. Très important de le déclarer. Et parce que les impôts, ça va être leur nouvelle proie maintenant. Le Bitcoin, ils savent que sur ça, ils peuvent taper. Même si les banques, elles n'acceptent pas l'argent, eux, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est toucher leur argent. Donc, on déclare en fin d'année, année fiscale, 1er janvier au 31 décembre, on peut déclarer l'année d'après. On va prendre l'exemple de cette année, 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. On peut, lors des déclarations en mars-avril 2022, déclarer ce que vous avez gagné pendant 2021. On n'est pas obligé de faire ça tous les 30 jours parce qu'il n'y a plus de fin. Bien que c'est ce qui est écrit dans la loi, mais c'est acceptable de faire ça une fois par an. Et un point que je vais rajouter maintenant et qui est très important, c'est les impôts. On a imposé 25% sur de la plus-value quand ce n'est pas notre business. Maintenant, si on en fait de ça notre ESSEC, c'est notre business. Aujourd'hui, un business en Israël, on n'est pas imposé à 25%. Je vais vous donner un exemple. Une location longue durée ou une location Airbnb, ce n'est pas du tout la même chose par rapport aux impôts. Pourquoi? Parce que le Airbnb, aux yeux des impôts, c'est du business. On essaye de maximiser les revenus, on met ça sur Airbnb, on travaille dessus toute la journée. Donc, les impôts imposent ça comme une activité commerciale. Une location longue durée, ce n'est pas la même chose. Maintenant, même dans le Bitcoin, il y a ça. C'est-à-dire, pour le Bitcoin, une personne qui en fait son business, il peut être imposé à plus de 50% d'impôts. 51%. C'est autour des 50% d'impôts, puisqu'il sera imposé en fonction du taux d'imposition dans lequel il se trouve. Et s'il ne le fait pas en société, il le fait en perso. Le taux d'imposition maximal en Israël est de 50%, donc il pourra être imposé à 50% si les impôts qualifient ça comme activité commerciale. Maintenant, vous allez me demander, quand est-ce qu'il qualifie, comment on sait si ça c'est une activité commerciale? On dit une personne qui fait moins de 10 000 actions par an, ce n'est pas considéré activité commerciale, ça c'est sûr. Moins de 10 000 actions. Maintenant, une personne qui en fait plus de 10 000, ce n'est pas forcément aussi considéré comme commercial, mais ça commence à devenir commercial quand on a par exemple 3 employés qui travaillent. 3 employés, je ne dis pas 3 pour rien, c'est un des critères, 3 employés qui travaillent pour vous, pour maximiser j'appelle pas ça cette monnaie, cet actif. 3 salariés, on fait 100 000 péoulottes, c'est action. Il y a des gens qui font ça toute la journée, c'est leur travail. Toute la journée, ils sont sur l'ordinateur, sur l'application Binance, ils vendent, ils achètent, ils ont des graphes, ils ont des nuages, ils savent si acheter en dessous du nuage, au-dessus du nuage, etc. C'est des gens qui en font toute la journée. En plus, c'est de plus en plus. Voilà, j'étais chez le coiffeur la semaine dernière, pendant qu'il coupait les cheveux, il est parti vérifier si son crypto est monté ou descendu vraiment. Il m'a dit, c'est le nuage, là, il faut acheter, il faut vendre. Donc, ça veut dire c'est quelque chose que les gens sont devenus fous parce qu'on sait qu'on n'est pas obligé aussi d'acheter un Bitcoin. Un Bitcoin, ça vaut 140 000 shekels, disons. Mais on peut acheter aussi une petite partie de ce Bitcoin ou une petite partie de cet Ethereum. Et donc, les gens, ça devient plus accessible pour tout le monde. C'est-à-dire, les gens peuvent avoir un portefeuille qui vaut 5 000 shekels, même 1 000 shekels, et avoir un petit pourcentage du Bitcoin, un petit Ethereum, un petit BNB, etc. Et donc, comme ça touche un peu tout le monde, les gens sont devenus fous. Et donc, de faire énormément d'actions et d'avoir des employés qui travaillent pour vous pour ça, les impôts, s'ils voudront considérer ça comme revenus commerciaux, c'est possible. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont vous dire si c'est du business ou pas du business? Eux, ils vont voir par rapport à vos revenus. Une personne qui a investi 20 000 euros, ce n'est pas la fin du monde, ils ne vont jamais considérer ça comme revenu commercial. Mais une personne qui a acheté 1 million de Dodge il y a 5 ans et qu'aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé avec et qu'il a gagné pas mal, donc là, ils vont vouloir vérifier peut-être qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il travaille à côté? Est-ce qu'il en fait son business? Est-ce qu'il a un bureau qui ne s'occupe que de ça? Est-ce qu'il a un employé pour ça? Maintenant, c'est vrai que c'est quand même compliqué à qualifier ça comme commercial. Il faut vraiment en faire son business du matin au soir, ne pas s'arrêter, faire énormément d'actions, gagner beaucoup, beaucoup d'argent et avoir des employés sur ça. Donc, actif à déclarer en fin d'année, rappelez-vous toujours, comme un bien immobilier, c'est exactement comme le bien immobilier, 25% sur la plus-value, même les conversions. Et pour l'instant, laisse le côté commercial, parce que je vous ai dit, c'est que pour certaines personnes peut-être qui en font vraiment leur business, à vérifier, à savoir s'y prendre peut-être un avis d'avocat, etc. Rachel, tu veux me poser les questions parce que je ne les vois pas du tout. Oui, alors, tu as répondu partiellement, mais je vais quand même essayer de reprendre, si tu veux, les questions qui sont les plus pertinentes. Donc, le stablecoin n'est pas assujetti à l'impôt, comment ça se passe? Le quoi?
Stablecoin, c'est une sorte de monnaie. C'est-à-dire, comme tu as le… Je ne connais pas. Je vais demander au monsieur, monsieur Benjamin, est-ce que vous pouvez poser la question, vous, directement? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Donc, dans les crypto-monnaies, il faut savoir qu'il y a le Tether, l'USD Coin, le Binance Coin. Ça vaut toujours $1. C'est-à-dire, vous avez gagné, vous avez fait votre plus-value, peu importe, vous avez fait 1000 € de plus-value, 1 milliard de value. Quand tu l'échanges en Tether, tu en as 1 milliard. C'est 1 milliard de dollars, tu l'échanges en Tether, tu en as 1 milliard. C'est toujours $1, c'est toujours fixe à l'année, ça ne varie pas. C'est comme, vous parlez, c'est comme l'USDT, c'est ça? Parce que l'USDT, je connais. C'est l'USDT. Le Tether, c'est l'USDT. Ah oui, bon, ça je connais, oui. OK. Le Tether, chacun a sorti un stablecoin. Oui. Donc, ça permet, par exemple, quand le Bitcoin il monte à 60 000 et qu'on sait qu'il va redescendre, on le convertit en USDT. Du coup, on a 60 000 qui ne varie pas. Et évidemment, quand le Bitcoin redescend à 30 000, comme c'est le cas en ce moment, enfin 36 000 à peu près, on rachète tout en Bitcoin en espérant que ça remonte à 60 000. Mais si vous voulez, la période, par exemple, où il est en USDT, je peux le laisser 1 an, 2 ans, 10 ans. Non, j'ai compris. Alors, non, je ne savais pas que ça s'appelait stablecoin, mais je sais c'est quoi l'USDT, je sais exactement. Oui, voilà, c'est parce que ça varie jamais. OK. Regardez, ça, la loi, il faut savoir que la loi israélienne sur la crypto-monnaie, j'ai lu, je pense, tout ce qui a été dit là-dessus au niveau des impôts, pas des articles. Alors, je m'en fous, c'est vraiment ce que les impôts ont écrit là-dessus. Ils ne sont pas rentrés dans ces détails-là. USDT, ce genre de tremplin, en fait, qu'on garde en attendant comme valeur sûre. Ce n'est pas des choses qui montent et qui fusent, etc. Ce qui va surtout intéresser les impôts, c'est est-ce que de ce que vous avez gagné, vous essayez de faire un autre gain? C'est-à-dire, normalement, quand c'est en USDT, on ne fait pas ça. Ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas quelque chose qui va prendre ou qui va descendre. Donc, moi, je n'aurais pas considéré ça personnellement, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les détails de chaque chose, ils n'ont pas défini les stablecoins, comment ça va se passer, etc. Mais moi, je n'aurais pas considéré ça comme une plus-value, bien que les impôts pourront vous dire, regardez, ce qui m'intéresse à moi, c'est que vous avez acheté du Bitcoin, vous avez gagné dessus et vous l'avez mis en USDT en attendant, que vous avez posé comme ça. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous avez un peu sécurisé votre monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez sécurisé votre placement, votre investissement initial. Donc là, ils pourront vous dire, en fin d'année, on ne peut pas laisser ça comme ça indéfiniment. Si vous l'avez laissé sur du Bitcoin, ça aurait été mieux que si vous l'avez fait passer sur du USDT. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport aux impôts. C'est-à-dire, les impôts peuvent considérer… Mais juste en France… Non, c'est parce que juste en France, les stablecoins ne sont pas assujettis à l'impôt. Ils ne sont pas imposés. Mais à mon avis, en Israël, ça sera la même chose. Parce que, je vous l'ai dit, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Ce n'est pas une monnaie qui nous fait gagner comme l'Ethereum, etc. C'est plus quelque chose qui est stable. Donc, à mon avis, ça va rentrer dans la loi comme… ça va être considéré comme devise. Vous voyez, là, ça va plus être considéré comme devise que comme actif. Et donc, pas d'impôt sur le changement. Mais pour l'instant, en Israël, ce n'est pas encore défini, ce n'est pas écrit noir sur blanc, donc je ne veux pas vous… Problème de connexion. Tu as eu un problème de connexion, Nathanaël. Ça s'est gelé à un moment donné. Tu peux répéter la dernière phrase? Là, vous m'entendez? Oui. OK. Donc, j'ai dit, pour l'instant, en Israël, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la loi que les stablecoins, ce n'est pas considéré. À mon avis, c'est quelque chose qui va être inscrit. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse les impôts. C'est-à-dire, une personne qui a du stablecoin, comme je vous l'ai dit au début, moi, je n'aurais pas considéré ça comme une plus-value. Je n'aurais pas imposé sur ça, étant donné qu'on a quand même quelque chose à répondre au cas où il y aura une demande. C'est-à-dire, on peut très bien expliquer que ça n'a pas été un investissement de crypto, mais plus comme une devise, comme du dollar, c'est-à-dire une devise qui ne va pas monter d'un jour à l'autre de façon… C'est l'USDT, on peut voir, ça ne bouge pas à chaque fois, ça bouge de petits centimes. Donc, je ne pense pas qu'il y a des problèmes là-dessus. Moi, je pense que ça sera aujourd'hui en Israël très bientôt considéré comme… qu'ils vont le marquer, qu'il sera exonéré, mais moi, je n'aurais pas déclaré ça. Je n'aurais pas déclaré quoi, comme plus-value. J'aurais une question, je ne sais pas si je peux la poser maintenant. Allez-y, Jonathan.
Très bien. Donc, bonjour. Moi, voilà, donc, je suis un investisseur et trader sur les cryptos. J'en fais ça tout le temps. Mais on va dire que je fais à partir de la France. Alors, je vis en Israël, d'accord? Mais on va dire que tous mes investissements sont faits à partir de mes comptes français et non de mes comptes israéliens. Voilà. Je voulais savoir comment ça se passe sur ça, si Israël, on doit le déclarer parce que voilà. Et aussi, deuxième chose, je suis un Oleh Hadashim depuis même pas un an. Et je sais que les Oleh Hadashim sont dispensés d'imposition les 10 premières années sur les revenus de capitaux. Voilà. C'est une Donc, très je voulais bonne. avoir votre Non, avis. justement, votre deuxième question, je comptais me servir de votre deuxième question pour répondre à la première question. Donc, c'est pour ça, déjà, avant tout, il y a une grande différence si vous êtes Oleh Hadash ou pas Oleh Hadash. C'est pour ça que je comptais vous demander. Déjà, pour répondre, pour que tout le monde sache, les gens qui ne sont pas Olim Hadashim, même s'ils investissent dans d'autres pays ou via des plateformes étrangères et des cartes de crédit étrangères, étant donné que chaque personne est assujettie à une imposition personnelle, c'est-à-dire tout ce que je gagne dans le monde, je dois le déclarer à mon pays de résidence fiscale. Donc, une personne qui n'est pas Oleh Hadash, lui, est obligé de déclarer et être imposé dans son pays de résidence si jamais on ne lui a pas pris à la source dans l'autre pays. Mais en principe, une personne qui est en Israël, ça fait plus de 10 ans, et qui s'est déconnectée, par exemple, de la France, et qui investit via le monde dans plusieurs plateformes, Israël s'en fout d'où ça a été fait, par où ça a été fait. Tu es résident fiscal israélien, on doit déclarer à Israël et payer l'imposition. Maintenant, le Oleh Hadash, c'est une excellente question, c'est quelque chose que je comptais en parler juste après. C'est une excellente question parce que normalement, le Oleh Hadash n'est pas imposé. N'est pas imposé puisqu'un Oleh Hadash qui investit sur des actions étrangères qui ne sont pas israéliennes, quelqu'un qui investit sur, par exemple, toutes les actions qui ne sont pas Teva ou, je ne sais pas, des actions israéliennes ou le Tel Aviv 100, mais qui investit, par exemple, sur l'action Google et qui a fait une énorme plus-value, et que dans le pays où ça a été fait, ils ne lui prennent pas à la source puisqu'il est résident étranger du pays, c'est-à-dire un Oleh Hadash qui n'est plus français, la France ne va pas lui prendre à la source sur ses revenus, étant donné qu'il doit rendre des comptes à son pays et non à la France. Donc, normalement, on doit rendre des comptes à Israël. Mais comme on est un le Oleh Hadash, il est exonéré pendant 10 ans d'impôts et de déclaration d'impôts sur les revenus qui ont été générés en dehors du territoire israélien ou sur les revenus passifs. Maintenant, le petit problème que vous allez avoir là-dessus, c'est, moi je connais pas mal d'Olim Hadashim qui sont prêts à payer des impôts juste pour ne pas avoir de problème et avec la banque et avec les impôts. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'une action, vous avez investi sur une action, c'est un revenu passif, on n'a pas besoin de le déclarer à Israël. Pendant vos 10 prochaines années en Israël, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Le problème du Bitcoin, vous m'avez dit, vous êtes trader, vous faites ça toute la journée. Israël, ce qui l'intéresse dans cette exonération d'impôts et de déclaration d'impôts, c'est d'à partir d'où a été généré le revenu. Une personne qui investit sur une action comme Google, il ne fait rien pour générer son revenu. Il a mis son action, il la laisse, mais c'est pas censé être son business. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé de business, pas business. Si quelqu'un en fait son business et ce trader-là, parce que c'est très subtil ce que vous posez comme question. D'un côté, vous parlez du Oleh Hadash, mais d'un autre côté, vous me dites que vous êtes trader. Donc là, les impôts, ils auront quelque chose à vous répondre. Ils vont dire, OK, c'est vrai que tu es exonéré pendant 10 ans. Si tu avais acheté du Bitcoin il y a 2 ans et que tu l'as laissé comme ça et que tu fais rien avec, on est exonéré. Mais là, si le travail il est généré via Israël, ils peuvent dire le travail, il a été produit par Israël. Ça veut dire, vous n'avez pas envie qu'ils vous considèrent comme business pour ne pas être imposé à 50%. Mais d'un autre côté, vous me dites peut-être je peux gratter les 25% et être à zéro. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est, à mon avis, pour ne pas être considéré comme revenu commercial, ça serait plus judicieux de déclarer quelque chose sur vos 25%, c'est-à-dire sur les revenus, bien que peut-être vous pouvez ne pas être imposé. Mais moi, je n'aurais pas pris de risque sur ce côté-là, surtout en ce moment, surtout par rapport à ce qui se passe et que les banques n'acceptent pas cet argent et que les impôts ne veulent pas considérer ça comme business. Et s'ils considèrent comme business, de toute façon, s'ils considèrent votre activité comme commerciale, Oleh Hadash, pas Oleh Hadash, ils s'en foutent. C'est 50% d'impôts parce que vous le faites d'Israël. Donc là, quand vous allez générer de l'argent, vous allez leur dire, mais non, regardez, je ne sais pas les sommes que… Moi, je peux vous dire quelque chose. Si les sommes ne sont pas, les montants et les bénéfices qui vont être amenés en Israël ne sont pas énormes, c'est-à-dire vraiment importants, vous avez toujours un atout, un alibi de dire, je suis Oleh Hadash, c'est écrit noir sur blanc dans la loi que les placements, c'est quelque chose qu'on est exonéré pendant 10 ans. Maintenant, si vous voyez
ce que je vous aurais recommandé, si jamais vous ne voulez pas déclarer pendant vos 10 ans et vous dites, bon, je suis Olé Khadash, à la fin, je suis Olé Khadash, c'est vrai que c'est écrit dans la loi 168, quand Olé Khadash, il est exonéré sur les placements. Mais je vous aurais recommandé de ne pas faire énormément de mouvements durant l'année. C'est-à-dire, je n'aurais pas essayé de ramener en Israël. Ce que vous faites via la France, c'est vrai qu'il y a l'échange d'informations aujourd'hui et tout, mais l'échange d'informations ne vous intéressez pas à Israël, puisque vous êtes dans les 10 ans d'exonération. C'est-à-dire, même si vous avez de l'argent dans le monde, vous n'avez pas besoin de le déclarer en Israël, vous avez 10 ans d'exonération. Mais si vous faites des mouvements mensuels, tous les mois, vous rapatriez de l'argent sur ces bénéfices-là de Bitcoin, là, ça pourra faire tilt et à la banque, qui sera obligée d'informer les impôts. Et là, vous allez rentrer dans un système que les impôts ne vont pas vous laisser sortir. Parce qu'ils vont vous dire, c'est vrai qu'il a les 10 ans, mais moi, j'ai aussi le truc commercial. Je peux lui rentrer dedans, c'est-à-dire en vérifiant vraiment, en prouvant que ce n'est pas un investissement passif. Donc, si vous vous laissez comme ça, vous avez une raison. C'est bon, il n'y a pas de problème, mais pas trop de mouvements réguliers, mensuels. Faites-le de temps en temps, une fois par an, de rapatrier un peu d'argent, mais pas. Est-ce que c'est la même chose? Parce que bon, je fais du trading, mais je ne fais pas du trading manuel. J'ai une intelligence artificielle qui le fait pour moi. Concrètement, je ne fais rien. Est-ce que vous pouvez prouver que vous ne faites rien? Si vous Bien. avez un algorithme, Bien si vous sûr. pouvez prouver que vous ne faites rien et que c'est cette chose, vous n'avez pas de bureau, parce que les impôts, quand ils veulent vérifier, ils vérifient votre ordinateur aussi. Hein. Ils vérifient. Donc, à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'ils voudront savoir est-ce que vous travaillez pour ça ou non. Si maintenant, vous pouvez prouver que vous avez monté un algorithme et que vous ne l'avez pas monté quand vous étiez en Israël, avant d'être en Israël, et donc ça prouve qu'on appelle ça en Israël le IP. Le IP a été conçu en dehors d'Israël. Là, vous dites, voilà, ça, c'est des revenus complètement passifs. Là, vous avez encore plus, vous avez un écran qui est encore plus fort et un meilleur justificatif. D'accord, très bien, très bien. C'est ce que je… Une autre question, je peux continuer, Rachel? Il y a une question de Gad. Je pense que tu as répondu partiellement, mais je tiens quand même à vérifier. Donc, il pose la question, si j'achète une crypto-monnaie mais que je ne fais pas d'action dessus, revente, est-ce qu'il faut tout de même déclarer aux impôts que l'on dispose de crypto-monnaie? Alors, très bonne question. Non, on n'a pas besoin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les seules déclarations qu'on a à faire, c'est vente ou conversion en d'autres monnaies. Et pas en stable pour la personne qui m'a posé tout à l'heure. Donc, mais ça veut dire ou on vend notre Bitcoin ou on le convertit dans une autre crypto. Maintenant, si vous avez du Bitcoin, vous n'avez pas besoin de le déclarer à moins que les impôts vous demandent une déclaration de patrimoine et qu'ils vous demandent, ils veulent savoir tout ce que vous avez. Et donc là, dans ce cas-là, en cas de déclaration de patrimoine et de demande des impôts de connaître votre patrimoine, là, vous devriez le déclarer. Mais sinon, si vous n'avez pas reçu de Hatzarat On, c'est-à-dire de demande de déclaration de patrimoine par l'administration fiscale israélienne, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de vous déclarer, vous pouvez le laisser, mais ne le convertissez pas. Si vous le laissez dans la même crypto, vous avez du Bitcoin, vous le laissez en Bitcoin, vous le laissez des années, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de le déclarer. Ok. Alors, tu peux enchaîner donc sur la deuxième partie sur les banques, Nathanaël. Donc, la deuxième partie, c'est les banques. Les banques aujourd'hui, ça fait 2 ans. Nous, d'ailleurs, notre cabinet, il avait poursuivi la Banque d'Israël à la Cour suprême pendant 1 an à cause de l'échange d'informations. C'est quelque chose qui est… les banques aujourd'hui sont devenues beaucoup plus méchantes que les impôts, beaucoup plus méfiantes, réticentes par rapport à l'argent qui rentre sur les comptes bancaires, étant donné qu'eux sont obligés et ils ont une responsabilité personnelle. Le banquier même qui accepte votre virement, il a une responsabilité personnelle de savoir est-ce que ça vient du blanchiment d'argent ou pas du blanchiment d'argent. C'est vrai que des fois, les banquiers font un peu un excès de zèle et en font trop et ne veulent pas accepter de l'argent que normalement ils sont censés accepter, mais quand même, on ne peut pas leur en vouloir. Il y a une banquière qui est rentrée en prison de la Léonie, donc ils ont tous très peur. Ils ne connaissent pas forcément les lois fiscales, donc ils préfèrent ne pas prendre de risques et dire on n'accepte rien. Donc c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on est dans une ère comme ça d'échange d'informations. Déjà depuis la FATCA, quand il y avait l'échange avec les Américains, c'est quelque chose que les banques ont tout de suite commencé à devenir beaucoup plus strictes, beaucoup plus rigoureuses et à commencer à refuser des fonds qui arrivent sur le compte bancaire. Mais la crypto, c'est exactement le même problème pour la banque. C'est que, étant donné qu'on peut être, c'est une monnaie qui est complètement anonyme, c'est-à-dire personne ne peut savoir que vous en détenez, à moins que vous le dites. Donc, souvent, les escrocs s'en servent pour faire passer leur monnaie. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté qu'à l'époque. Aujourd'hui, il y a des joueurs de foot qui sont achetés en crypto-monnaie. Aujourd'hui, la crypto, c'est quelque chose, il y a des universités qui utilisent ça pour accepter leurs élèves. Il n'y a pas de problème, mais c'est quand même toujours un peu mal vu
par rapport aux banques, puisque le problème, c'est que les personnes qui ont voulu bénéficier de cet anonymat-là que nous fait bénéficier le Bitcoin s'en servent pour faire des choses qui sont plus sales. Donc, c'est pour ça que c'est problématique. Maintenant, jusqu'à il y a un mois, les banques ne pouvaient pas entendre parler de Bitcoin. Ça veut dire, moi, je vous aurais défié d'aller voir votre banque et de dire, je veux recevoir de l'argent du Bitcoin. Même si vous êtes la personne la plus cachère au monde, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent rien entendre parler, à moins que ce soit une certaine banque qui a une représentation en Israël, une Suisse, un truc comme ça. Mais Leumi, Apoali, Mercantile, etc., personne ne voulait toucher à cette monnaie. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une jurisprudence. Il y a un couple d'Israéliens, il y a quelques années, qui ont acheté 250 bitcoins à 60 shekels, quand le bitcoin valait 60 shekels. Donc, ils ont investi 15 000 shekels. Aujourd'hui, leur bitcoin vaut 45 millions de shekels. C'est-à-dire leur portefeuille bitcoin. Ils ont acheté, quand il valait 60 shekels, aujourd'hui, il vaut 60 000 $. Donc, ils ont gagné énormément d'argent. Mais leur premier investissement n'était pas fou. C'était quand même 15 000 shekels via la plateforme Bit2C. Ils ont acheté par Bit2C 15 000 shekels de bitcoin. Et ils se sont retrouvés avec 45 millions de shekels. Donc, eux, ils ont voulu envoyer 2 millions de shekels dans ce portefeuille de 45 millions de shekels qu'ils ont. Ils ont voulu envoyer 2 millions de shekels de leur compte, de leur bitcoin, vers leur compte bancaire. Ils avaient besoin d'argent. Donc, il n'y a pas de problème. Ils ont ça en bitcoin, mais ils ne peuvent pas payer avec ça leur appartement. Donc, ils ont voulu envoyer 2 millions de shekels. Il n'y a pas de problème. La banque a refusé. Pendant des années, ils ont refusé. Ils sont partis c'était en 2017 que ça a commencé. Ils sont partis à la Cour suprême, ils ont fait appel, etc. Il y a un mois et demi à peu près, c'était avec la banque mercantile le problème. Il y a un mois et demi, il y a eu une jurisprudence, c'était une première en Israël, que la banque est obligée d'intégrer les fonds, a été obligée d'intégrer les fonds du Bitcoin à partir du moment où la personne peut prouver la traçabilité des fonds. Maintenant, c'est quoi la traçabilité? Une personne qui a investi 15 000 shekels. 15 000 shekels, ce n'est pas compliqué à prouver. 15 000 shekels. Ça veut dire c'est à partir du moment où elle peut prouver ces 15 000 shekels d'investissement premier, les 45 millions après sont cachérisés parce que eux, ils n'ont pas investi des millions, ils ont investi uniquement 15 000. Donc, ce qui a été en fait, ce qu'on a sorti de cette jurisprudence qu'il y a eu, c'est que pour une fois, le tribunal s'est prononcé contre la banque pour la crypto-monnaie et dire aux banques, vous ne pouvez pas toujours refuser. Les gens investissent avec de l'argent qu'ils ont gagné leur argent, ils ont payé des impôts sur leur argent. Un salarié, par exemple, il a gagné un salaire, son impôt a été pris à la source, il a voulu investir sur de Bitcoin, il a le droit, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Donc, on ne peut pas, d'un autre côté, dire non, je ne veux pas récupérer cet argent. On n'a pas le droit de l'intégrer, etc. Donc, là, quand le tribunal a sorti ce psak-din, c'est-à-dire cette jurisprudence, ça a fait en fait beaucoup de bruit dans le monde des investisseurs, puisque beaucoup de personnes étaient réticentes, ne voulaient pas investir sur du Bitcoin. Ils se disent, même si je vais gagner, la banque n'acceptera pas, je serai obligé de passer par un change, le change, il va me donner l'argent en espèces, etc. C'est des trucs ils étaient obligés de sortir des solutions hyper créatives comme ça pour pouvoir bénéficier de leur Bitcoin. Donc là, quand le tribunal a obligé une banque à intégrer ces 2 millions de shekels-là, et même s'ils voudront après, ils pourront même continuer à envoyer. Donc, les personnes qui veulent, s'il y a des personnes parmi vous qui ont un petit portefeuille Bitcoin et qui veulent envoyer un peu d'argent à la banque, ce qui est très important, c'est qu'ils prouvent exactement l'historique de cet argent depuis le départ. C'est-à-dire, plus vous venez avec des justificatifs à la banque, plus vous expliquez la provenance des fonds à la banque, plus par rapport à la banque, ça sera plus simple pour eux d'intégrer ces fonds. Puisqu'à la fin, pourquoi la banque refuse? Elle refuse uniquement parce qu'elle a peur que ce soit du blanchiment d'argent. Sinon, la banque, elle veut qu'il y ait de l'argent dans leur banque. Il n'y a aucun problème à ça. Donc, si vous pourriez être amené, en fait, si vous avez en votre possession tout l'historique, faites un tableau Excel en expliquant exactement quand ça s'est fait, imprimez les historiques d'achat, de transactions, de conversion en d'autres monnaies, expliquez, disons que vous avez investi au début 100 000 shekels, expliquez d'où viennent ces 100 000 shekels, si vous avez des salaires, si vous avez retiré de l'argent, si vous avez envoyé de l'argent via votre compte bancaire, donc il n'y a pas plus simple que ça. Essayez de ramener le maximum de paperasse possible parce qu'aujourd'hui, il y a une brèche dans les établissements bancaires. Il y a quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas, qu'une banque était obligée. Moi, j'ai parlé personnellement avec avec 2-3 directeurs de banques, dont la Leumi. Ils m'ont dit qu'aujourd'hui, ils sont toujours réticents
intégrer des fonds, provenant du Bitcoin, mais que vers la fin d'année, la Banque d'Israël sera obligée de sortir des instructions pour permettre aux investisseurs d'envoyer leur Bitcoin en argent. Qu'est-ce qu'ils devront amener? C'est-à-dire, il va y avoir une medinut. Une medinut en hébreu, je n'ai pas le mot là. Une medinut, c'est-à-dire comme un mode d'emploi. Qu'est-ce que les personnes devront amener pour intégrer les fonds? Mais à partir du moment où les banques pourront s'appuyer sur ces nouvelles directives et instructions de la Banque d'Israël, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je peux vous dire, regardez, au jour d'aujourd'hui, à moins que c'est beaucoup d'argent que vous voulez envoyer et que vous voulez vraiment faire du forcing avec la banque, aujourd'hui, ça sera du forcing puisqu'il n'y a pas encore d'instructions et de directives écrites par la Banque d'Israël. Mais jusqu'à la fin de l'année, ils seront obligés. Donc, ce n'est pas possible qu'on arrivera en février prochain et qu'il n'y ait pas de directive. Pardon? Donc, aujourd'hui, à moins que ce soit urgent pour vous, vous pouvez faire un peu de forcing avec votre banque, essayer d'amener tous les justificatifs et essayer de prier pour que ça marche. Mais ce que je peux vous dire, c'est pour les personnes, ce n'est pas vraiment urgent. À la fin de l'année, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez voir les banques, à mon avis, à partir du moment où ça sera permis, les banques elles-mêmes entre elles vont se concurrencer, vont essayer, puisque c'est quelque chose qui sera accepté par les banques. Donc, les banques elles-mêmes voudront récupérer ce Bitcoin, si bien sûr la traçabilité et la provenance des fonds est bien justifiée. J'ai vu une question, j'ai aperçu si on mine, si on fait du mining en fait. Ça, en hébreu, on appelle ça, c'est une activité complètement commerciale. Ce n'est pas du tout considéré comme du Bitcoin, plus-value, pas plus-value. Là, c'est du commercial. Du commercial en Israël, c'est soit on le fait en perso et on peut être amené à 50% d'impôt en fonction des tranches d'imposition, soit vous le faites en société et vous avez 23% en IS, soit vous le faites en OSEC Mourché, c'est-à-dire c'est comme un auto-entrepreneur, et les tranches d'imposition, elles vont de 10 à 50 et vous serez imposé. Mais le mining, le miner, c'est considéré une activité complètement commerciale. Donc, pour résumer par rapport à la banque, aujourd'hui, la jurisprudence, elle va vous aider. Elle va aider les personnes qui voudront rapatrier de l'argent, mais elle ne va pas vraiment faciliter la tâche puisque les banquiers savent qu'ils ont jusqu'à la fin de l'année pour mettre en route les directives et les documents dont ils ont besoin pour pouvoir permettre à cet argent d'être intégré sur le compte. Donc jusqu'à la fin de l'année, ça va quand même être encore un peu compliqué. Donc, pour les personnes qui ont de l'argent, qui ont gagné, peut-être mettre sur des stablecoins, comme vous m'avez dit tout à l'heure, mettre ça en attendant de pouvoir bien le transférer en fin d'année si jamais vous voulez arrêter d'investir sur les monnaies. Mais moi, j'aurais attendu quand même fin décembre si vous ne voulez pas rentrer vraiment dans des procédures qui vont vous coûter cher et par les avocats, par tout le monde et par la banque. Ce forcing, il faudra poursuivre la banque. Donc, c'est des choses qui vont, à moins que ça vaille vraiment le coup pour vous, j'aurais attendu jusqu'à la fin de l'année, ça sera beaucoup plus simple d'intégrer. Mais si vous voulez aujourd'hui intégrer, c'est possible. Voilà. Il y a une question aussi qui est arrivée entre-temps, Nathanaël. Si on a plusieurs portefeuilles de crypto sur Ledger, doit-on déclarer tous les Ledgers? Ouais, plusieurs portefeuilles, on doit déclarer. Oui, on doit déclarer. On est obligé de déclarer. Moi, je connais pas mal de personnes qui ont pas mal de portefeuilles et qui travaillent aussi avec plusieurs plateformes différentes. Ils sont obligés de déclarer. Maintenant, si vous travaillez avec une plateforme et que vous avez pas mal de portefeuilles, regardez, aujourd'hui, les déclarations, c'est très flou. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas encore une personne qui a déclaré son crypto parce que c'est vraiment cette année-là que ça commence. Et c'est en fin d'année. Peut-être l'année dernière, il y a des personnes qui ont dû déclarer. Par exemple, ce couple-là qui a gagné 45 millions de shekels, à mon avis, ils ont dû déclarer. Mais eux, ils ont déclaré juste au moment où ils ont vendu. Avant de vendre, on n'a pas besoin de déclarer. Donc, le portefeuille, vous avez besoin de déclarer seulement s'il y a des ventes et s'il y a des conversions. Donc, à la fin, ce qui va intéresser les impôts, c'est surtout la vente de votre crypto, la conversion en une autre monnaie. Mais étant donné qu'on n'a pas besoin de déclarer notre investissement, donc le portefeuille intéresse moins les impôts. Ce qui les intéresse plus, c'est les transactions qui vont être faites dans ce portefeuille-là. Il y a une autre question? Oui, il y a une question aussi qui est intéressante. Comment se passent les impôts si on utilise une carte bancaire directement connectée sur notre compte Bitcoin? Ok, ça c'est le cas de beaucoup de personnes en ce moment, c'est ce qu'ils font. Ils rentrent leur carte bancaire sur Binance, ils investissent avec ça, ils envoient de l'argent. Donc, les impôts, regardez, les impôts et la banque, c'est deux choses différentes.
Les impôts, ce qui les intéresse, ce n'est pas comment vous avez acheté votre Bitcoin et ce n'est pas comment vous avez payé avec votre carte de crédit, quelle carte de crédit. Ils s'en fichent même de la provenance des fonds. Voilà, pour vous dire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre leur argent sur vos transactions et sur vos bénéfices. Donc, la carte bleue, ça change rien que ce soit fait en carte bleue ou par virement bancaire. Ce qui est intéressant à la fin pour les impôts, c'est combien vous avez gagné et pas comment vous avez acheté. Comment vous avez acheté, ça va intéresser la banque. Combien vous avez gagné, ça va intéresser les impôts. Il faut se faire la différence toujours dans sa tête entre la banque et les impôts. La banque, c'est d'où j'ai eu cet argent, d'où est la provenance des fonds, la traçabilité. Les impôts, ce qui les intéresse, c'est combien tu as gagné. En fonction de ça, on paye, oui, non. Donc, carte bleue ou pas carte bleue, ça ne change rien, parce que c'est votre investissement. Mais dans votre application Bitcoin, Binance ou je ne sais pas laquelle, il y aura marqué combien vous avez gagné, combien de conversions ont été faites, transactions ont été faites, ventes ont été faites, et c'est ça qui va devoir être déclaré à la fin. Ça rejoint un peu l'autre question. Il n'y a pas vraiment de déclaration à faire sur ce que vous gagnez. C'est surtout une déclaration à faire sur… Enfin, il n'y a pas de déclaration à faire sur ce que vous avez. C'est une déclaration sur ce que vous gagnez. Qu'est-ce qui a marqué là, Rachel? J'ai vu une question qui a sauté, mais je n'ai pas de tout. Ah oui, donc et alors, mais je vais lui demander de parler à Rafi parce qu'il nous a rajouté encore une question. Rafi, est-ce que vous pouvez poser votre question directement? Ce sera plus simple. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui. En fait, la question, c'est que de nos jours, maintenant, il y a des plateformes où on peut acheter des bitcoins qui proposent des cartes de crédit qui sont directement connectées à la plateforme. C'est-à-dire que quand je vais faire mon supermarché, au lieu d'utiliser ma carte Naomi, je vais utiliser ma carte Binance et je vais dépenser mes cryptos, je vais dépenser mon bitcoin. Comment ça se passe? Parce que je ne le vends pas concrètement. Je n'ai pas fait une transaction, j'ai juste utilisé ma carte. Au lieu d'être relié à un compte shekel, un compte dollar ou un compte euro, elle est reliée à un compte bitcoin. Oui, j'ai compris. Mais regardez, pour essayer de comprendre ma réponse, vous allez comprendre vous-même. Le fait d'avoir acheté avec ça au supermarché, c'est comme si en fait vous avez retiré cet argent et vous avez payé le caissier. Ce qui se passe en fait, c'est comme vous me dites, voilà, j'ai gagné de l'argent dans une société, je n'ai pas distribué de dividendes, mais je m'en sers. Pour les impôts, ils s'en fichent. Eux, à partir du moment où vous avez utilisé à vos fins personnelles, vous avez utilisé cet argent gagné, ce qui va les intéresser, c'est comme si vous avez fait une distribution de ce crypto-là vers votre banque. Parce que c'est vrai que technologiquement parlant, c'est compliqué même pour les impôts. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ça va prendre des années, à mon avis, pour vraiment être vraiment au point, surtout avec ces cartes bleues, par exemple, qui sont reliées directement à votre portefeuille. Vous les utilisez à vos fins personnelles, mais par rapport aux impôts, ça ne va pas les intéresser. Si vous les utilisez à vos fins personnelles, c'est comme si vous l'étiez distribué, vous l'avez vendu. Et cette valeur-là de cette transaction que vous allez faire au supermarché, c'est de l'argent que vous avez gagné pour les impôts, puisque vous l'utilisez pour vous. Donc, sur cet argent, vous êtes imposé. Vous me suivez? Allô? J'ai coupé le micro, excuse-moi, parce qu'il y avait du bruit. Mais je pense oui, Nathanaël, j'ai acheté un bitcoin donc à 100 €. J'achète une Tesla avec. Ils vont faire la conversion. Ouais, bah oui. Parce que la Tesla, vous l'achetez pour vous. Vous l'achetez pour vous. Et c'est quelque chose qui est utilisé. C'est comme si vous l'avez vendu, vous l'avez mis sur votre compte bancaire. Donc, ouais, ils vont faire la conversion. Enfin, ils vont faire la conversion. C'est à vous de le faire. La déclaration, ce n'est pas à la source. C'est à vous de le faire. C'est ça que les impôts le disent. Robat a dit voir à la Ben Adam. C'est-à-dire, l'obligation de déclaration, elle est sur la personne qui investit et pas gagné. Maintenant, quelqu'un qui ne déclare pas, c'est pénal. Non-déclaration en Israël d'impôts, c'est pénal. À mon avis, ils vont commencer vraiment à se jeter dessus dès que les banques vont commencer à accepter cet argent. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va vraiment… Donc moi, je recommande vraiment aux personnes qui ont gagné, au moins de rentrer dans un système de déclaration. Même si vous ne faites pas de votre déclaration hyper pointueusement, parce que c'est compliqué de le faire vraiment en ramenant tous les historiques, etc. Mais c'est ce qu'il faut faire. Même si vous avez des doutes, vous ne savez pas exactement si vous avez besoin de rajouter cet homme, au moins déclarer. C'est-à-dire, une personne qui gagne de l'argent avec ce Bitcoin, moi, j'aurais recommandé de déclarer plutôt qu'eux viennent à vous. Et après, surtout si vous êtes trader et que vous en faites un peu votre activité commerciale et que vous n'avez pas envie que les impôts commencent à vous fuiner, donc là, je vous aurais conseillé de déclarer, c'est sûr, plutôt qu'eux viennent à vous et peut-être même requalifient votre activité comme commerciale et donc imposer à 50%. Alors, j'aurais une question, j'aurais une confirmation de votre part. Donc, si j'ai bien compris, en Israël, qui est différent de la France,
c'est que donc dans le milieu des crypto-monnaies, on a les cryptos et les fiat. On est d'accord? Donc, les fiat, c'est tout ce qui est monnaie, dollar, shekel, voilà. Donc, par contre, en crypto-monnaie, si je change mon Bitcoin en Ethereum, ça fait partie d'une vente. Donc, je dois déclarer. D'accord. Donc, ils n'ont pas un système comme la France. Un exemple, en France, quand on fait de l'Ethereum au Bitcoin ou SHIB ou truc, on n'a pas à déclarer. C'est uniquement quand on passe en fiat. Donc, en Israël, Non, c'est pas du tout. attendez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on déclare ce qu'on a gagné. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a acheté pour une valeur de 20 000 shekels de Bitcoin et que lors de la conversion, on a eu pour 30 000 shekels d'Ethereum, c'est ces 10 000-là qui sont à déclarer. Oui, mais en France, on ne le fait pas parce que ça reste en crypto. Voilà. Non, alors ici, c'est pour ça. Comme ce n'est pas considéré comme une devise, etc., donc oui, on est obligé de le déclarer. D'accord. C'est tout. Une autre question? Oui. Quelle est la période de prescription fiscale? Si vous le faites en société, normalement, c'est 3 ans plus l'année en cours. Mais si vous le faites en personnel, ça peut être 10 ans. C'est 10 ans sur le pénal. C'est quelque chose qui doit être déclaré. Donc, c'est 10 ans. Sur les plus-values, des fois, sur l'immobilier, ils disent 7 ans. Mais si vous, regardez, je vais vous donner une réponse sur les prescriptions, parce que moi, j'ai eu affaire à pas mal de prescriptions à chaque fois. Je peux vous dire, s'ils veulent revenir 9 ans en arrière et que dans la loi, il y a marqué 7 ans, ils reviendront 9 ans en arrière, puisque s'ils veulent, ils peuvent toujours dire on a les 10 ans. 10 ans, c'est la prescription sur le pénal. Non-déclaration d'impôt, c'est du pénal, donc c'est 10 ans. Mais en activité, en société, j'ai dit c'est 3 ans plus l'année en course qui peuvent vérifier l'audit qui a été fait. Parce qu'en société, on est dans tous les cas, on est obligé de faire les rapprochements. Donc, sur ça, on peut vérifier. Mais sur la prescription en particulier, ça doit être la question de monsieur, c'est 10 ans. C'est tout? Une autre question? Oui, je pense qu'on a couvert toutes les questions, bon. Nathanaël. Bon. Excusez-moi, non, j'aurais une question. Oui, allez-y. Voilà, parce que j'ai commencé à faire cette année un peu de mining, un peu de trading, mais les trucs, ils sont à peine $100. Voilà, hein, oui. C'est à partir de combien qu'il faudrait déclarer? C'est à partir de $1 dès que… Normalement, à partir de $0. À partir du premier dollar. Normalement. Mais encore une fois, vous faites ça avec $100 du mining, vous avez d'un autre côté un investissement sur le mining. Non, je ne sais pas si vous avez acheté une carte d'ordinateur ou des… C'est-à-dire, si c'est sur $100, $200, je vous réponds, la loi, c'est qu'il faut déclarer. Oui. Non, qu'il faut déclarer. Normalement, ouais. Je ne pense pas qu'ils vont vous embêter pour ces sommes-là, mais il faut le déclarer. Okay. Et où est-ce qu'on trouve tous les formulaires? Sur le site, soit vous allez voir un comptable, soit vous avez sur le site des impôts, ce n'est pas très compliqué, vous tapez 1301 et 1399. Mais ça dépend en fait si vous gagnez, quel est votre taux d'imposition, si vous avez d'autres revenus, etc. Donc, ce n'est pas sûr que vous allez payer des impôts là-dessus. Hein. Je ne connais pas votre situation, si vous avez des enfants, etc. Mais ça veut dire, normalement, $100, il faut le déclarer, bien que les impôts ne vont pas comprendre pourquoi vous leur déclarez ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude du tout. Mais normalement, il faut le déclarer. Vous allez taper le document 1301 et le document 1399. Le 1399, c'est celui qui nous détaille en fait les plus-values que vous avez faites. Voilà. Bon. Nathanaël, je pense qu'on va clôturer la session. Okay. On a adressé toutes les questions. Alors, je te remercie bien sûr. C'était excellent, très clair. Merci à tous. Merci à tous les participants. Je vais vous envoyer tout à l'heure un email avec les coordonnées de Nathanaël. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez directement le contacter. Bon. Beaucoup et merci puis bonne beaucoup. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.